Bonjour, donc Geoffrey Marézy, je suis entrepreneur, freelance Android, alpiniste, mais je me soigne, je passe de temps en temps à l'hôpital. Quand on design une API, on fait ce qu'on veut, mais globalement, on a quand même besoin d'interagir avec Android. Donc du coup, on a tout un tas de callbacks merdiques à gérer. Euh, donc voilà, je vais vous montrer différentes techniques pour pouvoir gérer cette merde. Donc les objectifs, c'est de gagner en lisibilité du code. Donc c'est éviter la pyramide of doom. Linéarité, c'est par exemple unpermission result. C'est on commence un endroit dans son code et après on doit aller pour avoir la suite logique. C'est dans unpermission result, c'est un callback à perpète. C'est pas comme d'un point de vue comment dire compréhension, ça complexifie les choses. La composabilité, puisque composer deux callbacks ça marche toujours pas. Et le tout ce qui est découplage. C'est notamment quand on s'abonne sur quelque chose Android, bah faut bien penser à libérer les ressources à la fin. Et du coup, aujourd'hui, bah, quand vous vous abonnez sur quelque chose Android, il faut bien penser à se désabonner après. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, puisqu'en fait, c'est décorrélé. En fait, par exemple, c'est dans un onStop, on doit faire quelque chose qui correspondait à quelque chose qu'on a fait sans ligne plus haut. Faire des classes trop grandes, c'est mauvais aussi, hein. Et les outils que l'on va utiliser, alors les premiers, c'est ce qu'apporte Kotlin. Ensuite, il y aura du Android X et le vilain petit canard pour la suite. Donc, les listeners simples, alors on a déjà vu des exemples. J'aurais bien pris Fused Location, mais bon, il m'aurait fallu 3 salles en largeur pour... les méthodes sont un peu longues, donc voilà, imaginez que ça c'est Fused Location en version moins de caractères. Donc on prend voilà, c'est un appel où on a la réponse via un callback. Donc grâce à Kotlin, bon bah voilà, ça nous donne une indentation avec une lambda. On va utiliser donc premier outil, ce sont les extension functions, c'est-à-dire qu'on va venir étendre l'API de base pour lui rajouter des méthodes sans, alors, comment dire, pour rajouter des méthodes alors qu'on n'a pas accès à cette classe. Donc c'est ce que vous voyez là-haut, en fait, c'est le suspend fun, le nom de la classe en fait auquel on va rajouter la méthode. Donc l'objectif c'est ce qui a marqué en bas, c'est-à-dire un appel, comme bon, ça c'est déjà été vu tout à l'heure. Donc c'est d'avoir un appel qui est presque synchrone, enfin qui a la simplicité en tout cas d'usage du code synchrone, alors que c'est un appel effectivement asynchrone. Voilà, c'est un peu de venir linéariser, si je puis dire, le code en étendant l'API de base pour lui rajouter des méthodes un peu plus faciles, plus propres, si on peut dire ça comme ça. Alors, bon, du coup, il y a déjà eu des exemples, donc je vais aller un peu vite. Suspend coroutine, c'est un builder qui nous permet donc de créer la coroutine. Et en fait, dans cette méthode d'extension, on crée cette coroutine, on fait l'appel avec le callback et on vient redonner le résultat sous forme d'une fonction suspensive. Voilà. Tac. L'intérêt, c'est que bon, sur un exemple aussi simple, on ne voit pas l'intérêt de simplification du code, mais déjà, si on doit composer deux appels successifs, comme ce qui avait été présenté dans la présentation d'avant, bon, on voit bien le gain, c'est-à-dire que là, on n'a pas de deux niveaux d'indentation, ce que l'on aurait eu si ça avait été des callbacks. On passe maintenant à un exemple où on n'attend pas une réponse, mais n réponses. Donc bon, bah, c'est le royaume des listeners. Je vais prendre un qui est plutôt classique, c'est le broadcast receiver. Donc normalement, quand on veut utiliser un broadcast receiver, bah, on crée cette espèce d'objet. Ensuite, on l'enregistre pour qu'il commence à recevoir l'information. Et ensuite, il faut bien penser à le désenregistrer pour libérer les ressources. Du coup, on va vouloir faire la même chose, c'est-à-dire étendre contexte.
avec quelque chose que l'on verra, donc je vous présenterai juste après comment on l'écrit, pour l'utiliser de cette façon-là, c'est-à-dire un appel. Donc là, il faut imaginer qu'on est dans le contexte de contexte. On réalise on fait un appel de fonction au lieu de créer un broadcast receiver, etc. Puisque fondamentalement, la majorité du temps, créer un objet broadcast receiver, on le fait par nécessité, mais ce qu'on veut, c'est juste récupérer le résultat du broadcast. Donc voilà, un appel de fonction tout simple. Ensuite, de pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est un exemple avec RX Java. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a fini de le libérer, première différence, c'est que quand on va libérer la ressource par rapport à avant, on n'a pas besoin de savoir que c'est un broadcast receiver qu'il y a derrière. C'est un disposable, c'est le mécanisme de unsubscription de base de RX Java. Donc, on n'a plus besoin d'avoir de références sur contexte ou sur n'importe quoi, en fait. Du coup, le broadcast receiver est encapsulé dans quelque chose qui est standard et ça pourrait être un broadcast receiver, mais ça pourrait être autre chose à l'intérieur. En fait, on ne sait pas la ressource qui est utilisée derrière, mais elle sera bien libérée comme il faut à la fin. Bon, l'implémentation, en 3 parties. Bon, en fait, toujours une méthode d'extension. On crée un relay. Alors effectivement, le relay n'a pas été présenté. Un relay, c'est un observable qui est aussi observer. C'est-à-dire qu'il a l'interface d'entrée et l'interface de sortie d'un observable. Il a les deux à la fois, et donc du coup, on peut lui envoyer de la donnée et on peut s'abonner dessus. Ensuite, on crée un broadcast receiver qui est encapsulé dans cet appel de fonction. Et on utilise ces petites fonctions bien pratiques qu'il y a sur les observables, do unsubscribe. C'est donc un appel qui sera, la lambda que l'on passe là sera appelée quand on souscrit au stream. Et do undispose qui sera appelé quand on se désabonne. Donc du coup, on s'enregistre et on se désenregistre quand on s'enregistre, quand on subscribe le stream ou quand on arrête. Pareil, sur un exemple aussi simple, on voit finalement assez mal le gain par rapport au broadcast receiver de base. Mais dès qu'on va commencer à faire des exemples plus complexes, en fait, ça va tout de suite, on va commencer à gagner. On se rend beaucoup mieux compte de l'intérêt. Déjà, la grande force de RX, c'est toute cette possibilité de modifier les flux, de les transformer. Donc, par exemple, là, c'est un broadcast receiver qui trigger quand la batterie devient faible. Et en un seul opérateur qui existe déjà, First Elements, on a en fait un flux, mais de un seul élément, qui nous dira, bah voilà, c'est la prochaine fois qu'on tombe en low battery, ça trigger. Et derrière, en fait, le broadcast receiver associé à ça, en fait, une fois que le premier élément sort, le broadcast receiver se désabonne. Du coup, on n'a plus besoin de gérer cette ressource. Donc la transformation, mais aussi la combinaison. Donc là, par exemple, je reprends l'API de localisation de l'autre exemple. Donc on pourrait imaginer une autre méthode getLocation qui retourne un observable de position. TakeUntil, low battery, enfin je veux dire, ce genre de choses là, il y a même, il n'y a même pas besoin de savoir ce que font les fonctions. On voit bien, enfin, c'est assez explicite sur ce que ça va faire. Donc, on prend les résultats de l'observable jusqu'à ce qu'il y ait plus jusqu'à ce que la batterie baisse. Et après, on fait quelque chose avec ces locations. Et là, c'est assez puissant dans la séparation, on va dire, des ressources et de l'utilisation. C'est-à-dire que là, en fait, ce flux-là, si vous désinscrivez, en fait, vous allez libérer à la fois l'abonnement sur la location API et à la fois le broadcast receiver. Et d'ailleurs, et ça va se libérer tout seul. Finalement, dès que le low battery va trigger, en fait, toutes les ressources vont se libérer. Ça nous évitera cette source d'erreur. Et donc, voilà, la même chose.
la composabilité est bien meilleure avec que ce soit les coroutines ou Eric Java. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Là, j'avais montré 2 appels de callback imbriqués, mais j'aurais aussi pu montrer un exemple avec des appels parallèles, ce qui se fait aussi très bien. Voilà, ces outils rajoutent un petit peu de complexité au départ, mais dès qu'on commence à faire des choses un peu plus compliquées, on y est largement gagnant. Donc là, j'ai montré des exemples avec Eric Java. La même chose avec un channel. Donc c'est exactement la même chose. Je déclare un channel qui lui est un peu l'équivalent d'un subject en Eric Java. Je déclare toujours un broadcast receiver et la différence, c'est que le channel n'a pas ces espèces de méthodes de do unsubscribe, do undispose. Donc là, du coup, je mets directement l'appel pour enregistrer le broadcast receiver en fait à l'appel de la fonction, à l'appel de la méthode d'extension. Petit souci, c'est que du coup, comment on fait pour se désinscrire? Les channels n'ont pas ce do undispose. Le bricolage, c'est d'utiliser la délégation, qui est donc une notion apportée par Kotlin. C'est-à-dire que cette méthode d'extension retourne un receive channel, qui est une des 2 interfaces. Il y a le channel, donc il y a une interface d'entrée, une interface de sortie. Voilà, là c'est l'interface de sortie, qui va être donc à la fin, si vous regardez, donc return object. En fait, donc on va retourner, donc ça c'est une classe anonyme, c'est-à-dire que c'est un objet, enfin voilà, le return object, receive channel, ça c'est, je crois qu'il y avait ça aussi en Java, je sais plus trop, ça fait longtemps. Donc c'est une classe anonyme qui implémente l'API receive channel, et en fait l'implémentation de cette interface est déléguée à l'objet qui est donné, qui lui est donné by, et qui est donc notre channel. Et en fait, pourquoi je fais cela au lieu de retourner directement le channel, c'est que ça me permet d'override la méthode cancel de channel. Donc en fait, j'intercepte quand l'utilisateur arrête de consommer le channel, j'intercepte à ce moment-là pour envoyer l'information en amont sur la côté production pour pour unregister le broadcast receiver. C'est assez lourd et c'est assez moche et voilà. C'est pour ça, tout à l'heure, il a été dit que les channels, c'est un peu la même chose qu'avec Java. Je dis non. Donc, ça c'était pour encapsuler tout ce qui était listener. Maintenant, on va passer on va dire, au callback lié au lifecycle. Imaginons, on prend toujours le même broadcast receiver. La différence, c'est que là, en fait, je sais que je veux l'appeler quand l'activity est unresume et je veux l'arrêter quand elle est on pause. Donc, le code Android normal, ça ressemblerait à cela. Nous, du coup, on voudrait la même chose, c'est-à-dire une méthode d'extension sur contexte qui encapsule tout ce qui est côté créer un broadcast receiver, blablabla. Et voilà. Le petit truc cool, c'est que du coup, comme il n'y a plus comme les ressources seront libérées au moment du on pause, en fait, cette subscription Eric Java, je ne suis pas obligé de la unsubscribe comme généralement avec Eric Java, parce qu'il faut savoir qu'Eric Java a la fâcheuse tendance de garder des références sur le contexte, parce qu'on a oublié, les observables continuent de tourner en arrière-plan et empêchent la libération des objets contexte qui sont pourtant très lourds. Celui-ci n'a pas ce problème-là, puisqu'en fait l'observer et l'observable font tous les 2 parties d'activity. Donc en fait le garbage collector il va tout balancer à la poubelle d'un coup. Il n'y a pas de référence ailleurs sur d'autres schedulers ou sur des choses qui dépendent d'une ressource réseau ou autre. Donc du coup, on a encore simplifié la chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le code éclaté, tout à l'heure je vous ai montré comment éviter d'avoir le code éclaté on déclare le broadcast receiver, on l'enregistre, etc. Là maintenant, c'est en un seul appel, en fait, on fait tout ce que l'on veut. Pour
remplacer le petit to-do par du vrai code, on va utiliser les Lifecycle Observer, qui sont on pourrait dire une itération sur les fragments, c'est-à-dire ce sont des objets qui nous permettent d'avoir l'information de si l'activity, enfin si on est dans un contexte onResume ou onPause, etc. Sans toute la merde qu'il y a avec les fragments. Donc, comment ça se présente? Alors bon, ça c'est, il y a deux écritures différentes, mais ça c'est les petits soucis d'Android. Donc, on implémente une interface qui est Lifecycle Observer, et ensuite, avec ce jeu d'annotation, en fait, avec les annotations, on peut dire que cette fonction sera appelée sous tel événement du lifecycle. Bon, je pense que la majorité d'entre vous connaissez déjà les Lifecycle Observer, donc même si j'ai terriblement mal expliqué, vous avez déjà compris. Donc voilà, on va utiliser donc un Lifecycle Observer pour cette partie en fait, pour avoir finalement des hooks sur le lifecycle de l'activity. Et donc du coup, on reprend la méthode d'extension, toujours pareil, un relay, un receiver, et à la place de do unsubscribe, etc., ce sera lifecycle de Android X qui gérera l'abonnement et le désabonnement. C'est cool, un détail près. Du coup, cette méthode d'extension, en fait, elle a besoin d'être sur quelque chose qui a accès à Lifecycle. C'est-à-dire que du coup, on ne peut étendre de la sorte que les API qui sont branchés sur contexte, etc., enfin, ou sur fragment d'activité et ce genre de choses. On ne peut pas faire la même chose sur une activité random. Et effectivement, j'avais oublié de préciser en présentant les méthodes d'extension que les méthodes d'extension en fait sont des méthodes qui s'appliquent sur n'importe quelle qu'on rajoute sur une classe et qui ont accès à tout ce qu'il y a dans cette classe-là. Enfin, tout ce qui est public en tout cas. La solution face au problème-là, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans les Arc Components, les Live Data. Donc Live Data, c'est une implémentation du design pattern observable, quelque chose d'assez similaire à Eric Java dans l'esprit, qui est donc un objet sur lequel on peut s'abonner pour recevoir des événements. Donc pareil, méthode d'extension. Ensuite, quand on a besoin du broadcast, voilà, on appelle cette méthode d'extension. Et bon, la syntaxe est un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on doit déclarer un observer et ensuite on le passe au live data, c'est-à-dire qu'on fait live data.observe et là on doit lui donner quelque chose qui a accès au lifecycle. Et donc on lui passe l'observer. La différence, c'est que du coup, la connaissance du contexte est passée par la fonction observe, qui, elle, n'est pas au même endroit que la déclaration de la méthode d'extension. Donc du coup, le live data peut, lui, être appliqué, enfin, peut permettre d'étendre des API qui sont autres que, qui ne sont pas des résidents de contexte ou activity, voilà. Comme, bon là évidemment c'est un broadcast receiver, donc là c'est forcément sur contexte, mais ça pourrait être Live Data, par exemple, permettrait de faire la même chose sur l'API Fuse Location. Voilà, alors l'implémentation est encore plus simple, donc on crée toujours pareil, on crée un receiver, on crée le live data, et live data donc a ces deux méthodes qui sont onActive, onInactive, qui sont un peu les pendants de ce qu'on a pu voir avec le Lifecycle Observer, si ce n'est que ces onActive et onInactive gèrent à la fois le onResume, onPause, etc., enfin donc le lifecycle, mais à la fois aussi le fait de s'abonner ou non sur le live data. C'est-à-dire qu'on a les deux en un, on a la gestion de actif, inactif et activité active ou inactive. Du coup, voilà, c'est plus facile à écrire.
Euh, Seul petit souci, c'est verbeux. Ils, ils ont pas trouvé mieux que, enfin, ils nous ont pas donné de map sur l'objet de live data. C'est transformation.map. Enfin bon, moi je trouve ça assez hideux. Surtout quand on compare par exemple à du RX Java. Live Data, je pense, a été quand même pas mal inspiré par le fait que beaucoup de développeurs commençaient à utiliser RX Java et ils n'ont pas été foutus de prendre des bons aspects de RX Java. Je ne sais pas pourquoi. Ceci dit, bah, comme on en est à faire des méthodes d'extension, on peut aussi améliorer Live Data. Si ça vous intéresse, j'ai mis une annexe là-dessus. Aussi, une énorme différence sur Live Data, c'est que c'est uniquement pensé pour tout ce qui est vu. Et donc, du coup, ça fonctionne forcément sur le main thread. Donc, on ne peut pas mettre de Live Data par exemple, entre les couches données, métiers. Voilà, c'est forcément sur la dernière partie. Donc, on a vu les listeners. On a vu l'encapsulation des listeners. Quand on a comment dire, la gestion du life cycle, l'encapsulation du life cycle. Et après, il y a mais il y a encore d'autres callbacks à gérer. Qui sont par exemple les on-activity results, on-permission results, ce qui est d'un point de vue lisibilité une sacrée horreur, puisqu'en fait, entre le moment où on demande la permission, par exemple, et le moment où on a le résultat, en fait, c'est un goto bidirectionnel, puisqu'en fait, c'est un goto dans le temps, mais c'est aussi un goto spatial dans son code. C'est-à-dire que le onRequest permission result, il n'est pas juste après l'appel. L'appel, on le fait, je sais pas, peut-être au onResume, et la onRequest, enfin bon, ça fait un... Ça, c'est le bon paquet de nœuds à l'Android. Donc voilà, le code un peu classique. Nous, ce que l'on aimerait, ce serait d'avoir une méthode d'extension, comme toujours. J'adore les méthodes. Vous devriez aussi aimer les méthodes d'extension. Donc voilà, j'ai juste créé une data class pour encapsuler en fait les différentes informations que nous retourne onRequest permission result. Donc c'est le petit objet permission result. Et donc la méthode d'extension nous retourne en fait finalement le retour directement, c'est-à-dire sans callback. J'espère que vous avez compris parce que moi je ne me suis pas compris. Voilà, donc l'usage, ce serait évidemment, il faut être dans un contexte de coroutine, hein, c'est-à-dire il doit y avoir un launch quelque part. Voilà. Mais une fois qu'on est dans un contexte de coroutine, en fait, l'appel en une seule ligne, en fait, on récupère le résultat. Et donc, pour implémenter ça, les fragments. Alors à la base, ce talk, il devait avoir lieu il y a 2 ou 3 ans. Puis entre-temps, en fait, il y avait Google a lancé les Arc Components, etc. Parce qu'en fait, à l'époque, je voulais vous montrer comment on pouvait faire les Arc Components avec uniquement des fragments. Du coup, quand Google a sorti le talk était passé un peu à la trappe. Mais les Arc Components ne permettent pas de tout faire, c'est-à-dire qu'ils permettent d'intercepter que les événements de lifecycle, ce qui laisse les onRequest permission result, etc. Toujours problématiques. Donc, on déclare un headless fragment, donc c'est un fragment sans lui. C'est encore la meilleure utilisation d'un fragment. Oui, je sais, c'était pas l'intention originale de la chose. Qui, elle, va nous permettre d'implémenter onRequest permission result sans avoir besoin de le mettre dans le contexte appelant de l'activité. Et qui va offrir en API donc une fonction suspendable qui nous retournera le bon résultat. L'implémentation, c'est celle d'après. Et ensuite, comment ça va se présenter? Donc, ce sont les deux méthodes, c'est la méthode d'extension du bas, c'est-à-dire qu'on va avoir une méthode d'extension, request permission suspend, qui était celle que je vous ai présentée à la slide d'avant, et qui va faire appel à une autre méthode d'extension qui nous permettra de récupérer ce fragment, ce headless fragment rattaché à l'activity, etc., etc. Donc, pour l'implémentation de la première partie, le fragment, je vais accélérer. Du coup, je ne vais pas vous présenter tout le détail, mais en gros, quand on
au niveau du fragment, en fait, on garde une table de tous les appels qui sont passés. Enfin, c'est-à-dire que chaque appel, c'est le request code, enfin un request code différent. Et quand on récupère les résultats, donc on va chercher la coroutine qui est dans un état qui est en stase correspondant, qui est donc un appel qui était une demande de permission. Enfin voilà, les demandes de permission arrivent, elles sont mises en attente, et dès qu'il y a le résultat, on va rechercher cette mise en attente et on lui donne le résultat qu'elle va pouvoir donc donner à l'appel. Comme les coroutines c'est bon, bah, la récupération du fragment c'est aussi une coroutine. Parce qu'effectivement, quand on crée un fragment, il faut attendre le run on commit. C'est à ce moment-là où on sait que le fragment a bien été ajouté. Donc là, l'utilisation d'une coroutine fait quand même sens, c'est-à-dire que cette fonction ne pourrait pas fonctionner sans suspend, parce qu'en fait, voilà, faut créer le fragment et attendre qu'il soit bien rattaché. Et quelque chose d'autre que les fragments ont de mieux que les hard components, c'est que basiquement, le fragment manager, c'est un système d'injection de dépendance. C'est-à-dire que mon meantime fragment, je peux le partager en fait entre, par exemple, il pourrait aussi implémenter on activity result, et en fait, tous les appels que je veux décharger de l'activity que je décharge dans ce fragment headless, je peux mutualiser ce fragment pour toute cette catégorie d'appels. Donc c'est la deuxième méthode d'extension qui en fait regarde si le fragment n'a pas déjà été créé, et s'il n'a pas été créé, bon, bah, on le crée. Ça fait depuis 2 ou 3 ans que j'attends. Alors, ouais. J'ai pas de question, je vais prendre Non, le micro pour la question. Ouais. Du coup, on n'a pas le temps? C'est pas grave. Combien de temps? Je sais pas. Bon, après, ça tombera peut-être avec les ou questions. Non, ouais, au cas où je suis un peu rapide, j'avais préparé une comparaison des différents coroutines, Eric Java et Live Data, et quelles sont un peu leurs forces et faiblesses respectives. Après, sinon, on n'a qu'à commencer les questions-réponses, et si quelqu'un pose la question, je ferai tiens, ça tombe bien. Si vous voulez pas manger, du coup, posez la question. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour la presse. En fait, les méthodes d'extension sont en fait un point fort de Kotlin. Mais je ne sais pas si on rajoute beaucoup de méthodes d'extension, on tombe sur des trucs qui marchent pas bien. En fait, niveau mémoire, quelque chose comme ça. J'ai jamais eu de problème, et j'en ai la dose de méthodes d'extension. Donc, mais là, voilà, c'est juste mon cas personnel. Je ne sais pas si ça posait pas problème de performance à terme. Je pense pas. C'est des méthodes statiques en fait derrière. C'est rien de méchant. Okay. En fait, c'est un peu ce gros paquet de méthodes d'extension. Même l'équipe d'Android, c'est ce qu'ils font avec KTX aujourd'hui. Voilà, c'est juste quelque part ce que j'ai présenté, c'est pour aller un peu plus loin que KTX, puisque KTX ne modifie pas les API. Voilà, c'est de faire KTX, mais qui te refilerait des trucs un peu plus sympathiques que des callbacks. Ok, merci. Donc, voilà, il y a les 3 outils dont j'ai parlé. Hop. Le meilleur, hein. Parti pris. Non, franchement, les coroutines, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est simple, c'est lisible. Et en fait, on ne demande pas grand-chose de plus à une API, quoi. Oui, c'est surtout si vous cherchez quelque chose pour remplacer les async tasks, etc. Ce truc-là, c'est juste le drop-in replacement parfait. Juste petit truc par rapport à du RX Java, c'est que on est dans du code procédural, etc. C'est-à-dire que c'est du if, du for, etc. Ce qui rajoute un peu d'indentation.
parce que l'on gagne parfois à enlever les callbacks, on le gagne parfois en if, etc. Là où Eric Java, lui au moins, il est bien flat dans la manière de présenter l'information. J'ai pas mal parlé du design pattern observable. Ça, c'est la définition que vous trouverez partout. Je trouve qu'elle est débile. Parce qu'en fait, le vrai intérêt du design pattern observable, c'est le contrat passé entre le producteur et le consommateur et la possibilité de donner au consommateur le droit de driver le producteur. Ce n'est pas le fait de faire du multicast. Et ce qui est parfait pour gérer pour les interfaces, c'est-à-dire que quand vous avez deux mondes qui doivent discuter, ben, vous donnez un observable qui transite de l'un vers l'autre, et en fait, le consommateur, il a juste besoin de jouer avec l'observable, il n'a pas besoin de connaître et d'avoir une référence sur le producteur pour pouvoir arrêter le flux ou ce genre de choses. Et non, les channels, ce ne sont pas des remplacements pour des observables. Alors déjà parce que les observables, ils ont des comportements soit chauds, soit froids. Je ne vais pas en parler, on va gagner du temps. Parce que les channels, les deux parties du channel, c'est-à-dire que la partie producteur et la partie réception sont complètement indépendants. D'où le petit trick que je vous ai présenté tout à l'heure pour intercepter en fait quand on clôt le channel côté consommateur pour pouvoir alerter le producteur qu'il faut s'arrêter. Voilà, donc du coup, quand on veut faire de l'encapsulation pour justement ce que je vous présentais, pour passer un objet qui est autosuffisant entre le producteur et le consommateur, le channel, ça marche assez mal. Quand on clôt un channel, c'est définitif, c'est-à-dire que du coup, si on voulait se réabonner dessus, en fait, il faut le recréer à la base. Enfin, bon, c'est possible. C'est possible, et d'ailleurs je le fais de temps en temps pour une raison qui est très conne, c'est que faut pas mélanger Eric Java et coroutine, quoi. Vous choisissez une religion, vous y tenez, quoi. Non mais comment dire, si vous commencez à mettre trop de paradigmes, votre code va commencer à devenir très compliqué. Donc après vous choisissez l'outil qui correspond le mieux à la majorité de votre projet. Bon, les channels ont quand même des avantages par rapport aux observables. Pour le détail, si vous pourrez aller regarder dans la slide, il y a un lien dans les commentaires où j'explique ça beaucoup plus en détail. Voilà. Si je vais quand même toucher un mot, mais notamment les histoires de back pressure qui sont une horreur à gérer avec Eric Java. Les affectations de thread, où même après 6 ans de Eric Java, j'arrive toujours pas à faire la différence entre observe-on et subscribe-on. Et et le fait que Eric Java est plus haut niveau, donc quand on veut jouer avec des ressources un peu fines ou les mutex, etc., il vaut mieux être avec des coroutines. Donc j'en ai déjà parlé, mais les avantages et les inconvénients d'Eric Java. Un gros avantage, c'est que c'est plateforme indépendant. Donc du coup, pour les équipes qui font à la fois de l'iOS et de l'Android, ça permet de retrouver des choses en commun, voire même avec le back. Il y a énormément d'opérateurs, c'est-à-dire que quand je transforme des projets Android de base, que je les passe en Eric Java, généralement ça enlève 20% de ligne de code. Ensuite, ça offre un style fonctionnel, c'est de la programmation fonctionnelle. On n'adhère pas. C'est pour ça que c'est à la fois dans les avantages et dans les inconvénients. Et c'est extrêmement lourd à apprendre et à maîtriser. Voilà, le learning curve est assez horrible. C'est donc un excellent implémentation pour les interfaces entre deux mondes différents. Et après, les petites merdes de Eric Java, ce qui ont d'ailleurs amené à la création de Live Data, c'est que quand on oublie de se désinscrire d'un observable, on a une memory leak. Et que à chaque fois qu'on crée un observable, on se tape l'exception qui dit qu'on est en train de modifier la view hiérarchie en dehors du main thread. Ça, c'est à chaque fois qu'on crée un nouvel observable avec Java, on se le paye. C'est un peu relou. Voilà, donc c'est un outil qui est très performant, mais il faut vraiment avoir besoin qui est très complet, qui est très lourd à mettre en place, qui est très intéressant, mais il faut vraiment avoir soit une volonté de faire du reactive functional programming, soit on a vraiment cette histoire de flux modélise bien les problèmes métiers qu'on va avoir à traiter dans son programme. Sinon, si vous avez quelques flux, mais que c'est juste de la synchronicité que vous cherchez, n'allez pas chercher plus loin que les coroutines.
Et enfin, les live data, bah, en fait, c'est pas compliqué, ça résout les problèmes de Eric Java et ça perd tous les avantages. C'est un peu dommage. Voilà. Et c'est dans l'idée, c'est plutôt pour utiliser avec ViewModel. Ça s'utilise aussi dans tout ce qui est activity, etc. Mais voilà, c'est pour la partie vue. Du coup, c'est possible quand même de mixer live data avec soit les coroutines, enfin live data ou Eric Java, donc live data pour la partie vue et l'un des deux pour tout ce qui est amont. Et voilà, là c'est fini pour de vrai.